Samy Bouri, bonjour, bienvenue. Vous êtes venu nous présenter les concepts clés de Pierre Bourdieu, développés par Pierre Bourdieu. Je vous propose, avant toute chose, de vous présenter, si vous voulez bien. Oui, d'abord vous remercier l'ITS, Pierre Bourdieu, de me confier la tâche de présenter un peu du savoir socio-anthropologique de l'œuvre de Pierre Bourdieu, de l'intellectuel collectif Pierre Bourdieu. C'était vraiment ça, un esprit d'équipe. Bon, moi je suis enseignant de sciences économiques et sociales depuis plusieurs décennies désormais. Et je fais partie de... Alors, quand on est enseignant de sciences économiques et sociales, nécessairement, bien évidemment, on a à se frotter peu ou prou à l'œuvre de Pierre Bourdieu, parce que, évidemment, c'est une œuvre puissante qui, avec d'autres, entendent rendre compte de comment fonctionne le social, comment est organisée la vie sociale. Nous sommes un certain nombre à avoir pu, parmi les profs de SES, mais bien d'autres, mais c'est assez fréquent chez les profs de sciences économiques et sociales de lycée, avoir eu ce qu'on appelle un effet de révélation. Parce que on vient pas, et c'est une leçon de sociologie, souvent aux sciences sociales sans avoir dans sa trajectoire personnelle, qui est avant tout une trajectoire sociologique, des interrogations fortes, pour le dire pudiquement, des fois des soucis d'ajustement à l'ordre social. Et comme on a une appétence intellectuelle, et peut-être d'ailleurs que ces soucis d'adéquation ont stimulé sans doute l'appétence intellectuelle, eh bien, on découvre des choses, on va chercher des explications dans les sciences sociales, on tombe sur l'œuvre de Pierre Bourdieu, et là on a ce qu'on appelle donc encore une fois un effet de révélation, c'est-à-dire que qui a pour mettre à jour que les effets de domination symbolique sont très essentiellement inconscients, l'expression de rapports de force socialement construits et historiquement et socialement construits, et dont vous êtes davantage le jouet, la victime, tout en étant le sujet actif, mais on y reviendra après avec la notion d'habitus. Mais enfin, ce n'est pas votre faute, quoi, pour le dire de façon très schématique, alors même que des processus éducatifs classiques ont pu vous désigner comme fautif d'un certain nombre d'errements ou d'insuffisances dans le cadre familial, éducatif, autre, etc. Très bien, merci. Donc, vous travaillez effectivement en lycée, mais aussi vous êtes un membre actif de l'association Pause. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, un membre actif, je dirais toujours actif, bien que fondateur en 2002. En 2002, nous étions donc... J'enseignais au lycée Louis Barthou de Pau avec quelques autres enseignants du lycée Louis Barthou, mais aussi des lycées palois. Nous nous sommes dit à la disparition de Pierre Bourdieu, une disparition somme toute prématurée, eu égard à l'espérance de vie des gens de sa génération et surtout les intellectuels par rapport aux ouvriers, par exemple. Je vais faire toujours des dérivations comme ça sociologiques. Prématurément à l'âge de 70 ans, et il y avait une grande peine dans la communauté scientifique des sociologues, bourdieusien en particulier, mais aussi chez les profs de SES. Il y avait une espèce de tutelle comme ça qu'exerçait Pierre Bourdieu sur notre discipline. Il l'avait toujours défendue alors qu'elle a toujours été attaquée par les différents pouvoirs politiques. Et nous avons décidé de rendre un hommage pratique, construire cet hommage pratique au lycée Louis Barthou. Et nous avons cherché à contacter donc des sociologues avec qui il avait travaillé, Loïc Vacan, Franck Poupeau et d'autres. Et en fait, certains ont pu venir, d'autres non. Mais surtout, elles nous ont mis en relation avec Abel Kouvouama, nouvellement, la même année, nommé professeur à la chaire d'anthropologie de l'UPPA, qui n'existait pas et qui venait d'être créée. Et Abel Kouvouama, à la fois philosophe, docteur ès lettres et anthropologue, donc était non seulement bourdieusien aussi, mais un proche de Pierre Bourdieu, en ce sens que il l'avait connu au Collège de France, dans lequel il exerçait à côté de ses études les hautes compétences de la plonge et de gardien du stationnement. Et c'est ainsi qu'il avait rencontré Pierre Bourdieu notamment, et bien d'autres choses. Donc nous avons construit un hommage pratique, c'est-à-dire en faisant se saisir par nos élèves lycéens d'un peu de sciences sociales façon Bourdieu, pour présenter les résultats des travaux
aux sociologues que nous avons invités. Bien sûr, ceux-ci avaient vocation à s'exprimer dans une conférence classique, une conférence débat à l'université, mais aussi nous avons travaillé à faire se saisir ces outils de connaissance du social par des artistes. C'était notamment la Toupine, qui était une compagnie de femmes, clowns, du social, dans l'intervention du social, et aussi des soirées ciné, etc. C'était notre idée, notre volonté était de rendre un hommage pratique au moins une fois, et nous avons monté la première édition en 2003, et en octobre 2024, nous tiendrons notre 20e session de l'œuvre de Pierre Bourdieu en pratique. 20e en 24 parce que les 2 années Covid nous ont empêchés, comme bien d'autres acteurs, de faire ce qu'on avait à faire. Et nous travaillerons donc sur Pau et les environs à montrer le rayonnement national et international de l'œuvre de Pierre Bourdieu 20 ans après sa disparition. Merci pour cette présentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, Oui. avec le premier concept clé, facilement abordable dans un milieu scolaire comme le nôtre, ou en tout cas au niveau des études, qui est le concept de reproduction. Oui, alors la reproduction, c'est une observation sociologique. Enfin, d'abord, c'est une observation des sciences. Les choses se reproduisent, nous nous reproduisons aussi naturellement, bien évidemment, comme toutes les espèces. Non, mais c'est très important. C'est très important de le souligner, de commencer par ça, parce que en réalité, il n'est pas, comme disait le philosophe Spinoza, de phénomène vivant qu'il ne cherche à persévérer dans son être, hein, c'est la notion de conatus. Et donc, les êtres sociaux aussi cherchent à persévérer dans leur être, comme nous-mêmes, hein, à titre individuel. Et il se trouve que les sociétés se reproduisent sur elles-mêmes. Au-delà, évidemment, de la reproduction et de l'élevage des enfants. L'élevage des enfants, c'est une notion d'anthropologie, hein, ce n'est pas du tout péjoratif, au contraire. Il y a la reproduction de la structure sociale dans chaque société, qu'elle soit traditionnelle, enfin, ou ancienne, ces sociétés, ou ce qui est plus étonnant, et c'est le grand paradoxe de la modernité, ou moderne, qui sont fondées sur les droits de chaque individu à pouvoir s'émanciper dans une démocratie comme il l'entend. Ben non, en réalité, les structures se reproduisent, et ce sont des structures d'inégalité sociale qui sont très essentiellement, enfin pour très grande partie, héritées du milieu social d'appartenance, et pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan des relations sociales, bien sûr, sur le plan des appétences politiques et des orientations politiques. Mais le cœur du travail de la reproduction, le livre de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron en 1970, c'est la reproduction des inégalités culturelles. Et s'agissant des sociétés modernes, et tout particulièrement d'une société de notre société en France, la reproduction des inégalités culturelles passe par cette institution centrale dans les sociétés modernes qui est le système éducatif, directement d'ailleurs hérité, comme l'a montré un des grands prédécesseurs de Pierre Bourdieu et Émile Durkheim, de l'institution éducative religieuse. L'éducation dans nos sociétés aujourd'hui joue à peu près le même rôle que jouait l'institution religieuse dans les sociétés traditionnelles. Reproduction qui vient battre en brèche le principe idéal, l'idéal démocratique et républicain, de permettre à chacune et à chacun, grâce à cette école laïque, publique, gratuite, obligatoire, hein, depuis la fin du XIXe siècle, c'est le grand apport de la Troisième République et des Jules, notamment Ferry de la Troisième République, de permettre à chacune et à chacun de recevoir un tant soit peu des connaissances académiques que sinon celles quelques très très privilégiées, statistiquement parlant, pourraient recevoir, étant donné que les savoirs familiaux sont très importants, à la fois pour la pratique quotidienne et puis dans bien des domaines d'activité, mais restreints justement au cadre social de ces familles, et bien moins vaste, évidemment, que celui que l'école, tout au long de la progression scolaire,
peut permettre d'offrir à chacune et à chacun des membres d'une société démocratique. Or, l'idéal républicain disant, c'est la méritocratie républicaine disant, ben, si tu travailles bien à l'école, intéresse-toi un peu, tu verras que tu obtiendras des résultats scolaires et donc des diplômes et donc une place à la hauteur de tes efforts dans la société par la suite, notamment grâce à l'intégrateur principal qu'est l'emploi. Tout ceci, évidemment, n'est pas vrai, ne correspond pas à l'idéal. Les premières études statistiques datent de 1954. C'est Alain Girard, je crois, enfin Alain, je crois, Girard, j'en suis sûr, mais Alain pour le prénom, je crois, qui les avait mises en évidence pour la France. Hein, le fait que effectivement, plus on montait dans la hiérarchie scolaire, plus la disproportion des individus qui continuaient d'y séjourner, eu égard à leur appartenance sociale, était forte. En clair, pour l'élimination très très rapide à l'époque, mais et en suivant progressive, des enfants des classes populaires, au bénéfice quasi exclusif des enfants devenus des jeunes adultes quand ils sont à l'université, des milieux sociaux dominants, hein, favorisés. On parle souvent de l'ascenseur social, justement pour parler de la reproduction. Alors, on imagine effectivement qu'il y a une ascension, mais cette ascension, finalement, reproduit les inégalités. C'est ce qu'on constate, en fait, dans cette logique-là. Tout à fait. Et là, vous êtes en train d'introduire implicitement la double dynamique, c'est-à-dire le rapport entre massification et démocratisation de la scolarité. Mais juste pour revenir un peu sur la reproduction, dire que 1954, les statistiques sont claires, mais il suffit pas de produire des données statistiques pour que, disons, les administratifs, les politiques, ou même les professeurs à tous les étages, y compris à l'université, s'en saisissent. C'est toujours bien plus compliqué que ça, et notamment pour des raisons de reproduction, justement. Bourdieu, avec Passeron, vont travailler dans les années 60, en 64, Bourdieu a 34 ans à l'époque, à mettre au jour que celles et ceux qui fréquentent l'université, qui est en voie de démocratisation, en tout cas qui le souhaitent, dans cette France des 30 glorieuses, qui a besoin de toute façon d'avoir de plus en plus de jeunes gens diplômés pour la modernisation de sa société, mais de l'économie d'abord, eh bien, est essentiellement fréquenté par ce qu'il appelle des héritiers, c'est-à-dire des héritiers de familles, de classes sociales favorisées, tout particulièrement d'ailleurs des enfants de professeurs. Ça, c'est un constat. Donc, l'université n'est pas ouverte à tout sociologiquement, bien qu'officiellement elle le soit. Quand on descend un peu, le lycée, c'est un peu moins vrai, mais c'est très vrai aussi. Et puis, on se souvient qu'à l'époque, en plus, le collège, tout le monde n'y allait pas. Il fallait réussir son certificat d'études. Et puis, quelques années plus, et puis, sinon, on était trié selon ses résultats entre collège d'enseignement technique et collège d'enseignement général. Les héritiers, la reproduction, ça va franchir un cap en disant non seulement l'école ne réussit pas à donner des probabilités, on dit chance en statistique, des probabilités égales d'accéder à n'importe quel niveau de scolarité complètement de façon indépendante par rapport à son appartenance sociale, mais en réalité, elle légitime ce que ne fait pas l'école, ce qu'elle devrait faire, précisément, c'est-à-dire corriger ces inégalités. Elle légitime les inégalités sociales en donnant à penser à tout un chacun, et notamment aux élèves et à leurs familles, que c'est du fait de leur plus ou moins grand effort scolaire qu'ils parviennent ou ne parviennent pas à tel ou tel niveau de scolarité. Donc elle légitime l'ordre social, bien que elle prône le contraire, en manipulant deux choses, deux explications. C'est soit par tes efforts, soit parce que tu es doué, que tu y arrives et que l'autre n'y arrive pas pour des raisons inverses. Bon, c'est strictement sociologiquement faux, bien évidemment. Donc, c'est un pavé énorme dans la mare du système éducatif, et depuis lors, nous ne cessons d'essayer de corriger, en n'y parvenant toujours pas, effectivement,
cette injustice finalement, si on considère que dans une vie et dans une vie d'une société moderne, il est relativement favorable d'intégrer, d'assimiler un certain nombre de connaissances sur le monde, quoi, tels que les progrès de la science, de toutes les académiques, mais aussi des lettres, bien évidemment, des arts, puissent concourir à l'émancipation de chacune et de chacun. Alors, en parlant des héritiers, justement, ça nous permet d'insérer le deuxième concept phare, qui est celui de l'habitus. Alors, vous allez expliquer pourquoi je fais le lien là, puisque finalement, quand on questionne l'habitus, c'est bien une question de ce que l'individu a comme finalement bagage et ce qui s'impose à lui dans l'être au monde, finalement. Tout à fait, ouais. Ce qui s'impose à lui, je reprends parfaitement votre proposition, votre formulation, ce qui s'impose à lui, ce qui s'impose à elle, dans l'être au monde, comme être au monde, qu'elle a hérité de son environnement de départ, essentiellement familial pour commencer, et puis le reste vient en congruence le plus souvent. Alors, de disposition à percevoir, à évaluer, à agir dans le monde social, cet ensemble de dispositions, c'est-à-dire de manières d'être profondément intériorisées, disait Durkheim. Bourdieu, à la fin de sa carrière, et dans son grand livre des méditations pascaliennes de 1997, franchira un pas en disant qu'il s'agit, au-delà de l'intériorisation dont on peut penser qu'elle serait uniquement mentale, mais bien d'une disposition incorporée, c'est-à-dire c'est tout l'être corps qui pense socialement, qui agit socialement, et non pas notre cérébralité exclusivement, pas du tout. Ce sont des dispositions, voilà, qui sont très très différentes parce qu'elles sont le fruit de la socialisation. C'est-à-dire des apprentissages au long cours que nous recevons de la part de notre entourage, donc forcément familial, mais aussi de classe sociale, d'ethnie, en fonction de ces critères-là, de ces principes-là d'ordonnancement du lien social, mais bien sûr de genre. Et nous sommes en plein travail de déconstruction, peut-être reconstruction d'autre chose dans nos sociétés. C'est tout à fait à la fois bouleversant à tous les sens du terme et bien sûr extrêmement salutaire pour l'émancipation, surtout des personnes de genre féminin, dans le premier temps, en tout cas, mais c'est valable aussi pour les personnes de genre masculin, que tout le monde se rassure, c'est bien pour que le genre féminin s'émancipe, et voilà, bien sûr. Habitus, il n'y a pas une seule définition, bien évidemment, hein, mais Pierre Bourdieu disait aussi les structures, donc incorporées, structurées par l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de sa socialisation, mais qui elle-même dépend bien évidemment de l'histoire de sa famille, de sa classe sociale, de sa cité, de son pays, de sa culture au sens large, structurant le présent parce que c'est ainsi que je sais, en pratique, devoir me conduire et que dans l'immense majorité des cas, je me conduis, virgule, entre guillemets, bien, c'est-à-dire de façon normale, c'est-à-dire de façon normée, voilà, eu égard à ce qu'on attend de moi comme sujet social du fait de cette socialisation et du fait de l'ordre social, et structurant le présent et l'avenir aussi, c'est-à-dire l'anticipation de ce que j'ai à faire dans l'existence. Et là, vous avez un ressort très très profond, évidemment, de la reproduction de l'ordre social, c'est-à-dire essentiellement de sa structure d'inégalité, d'accès aux ressources diverses, puisque je sais faire ce que j'ai appris dans mon milieu essentiellement. Il m'est très difficile de faire autre chose spontanément. Or, la vie doit être faite de spontanéité, sinon elle est harassante. On serait tout le temps en tension, c'est pas possible. Et aussi dans les façons que j'ai de me projeter dans l'avenir. Cette protension vers l'avenir, elle est très structurée par mon habitus, c'est-à-dire par ma socialisation. Et je n'invente pas, progressivement, je vais m'ajuster à désirer ce qu'il est très probable que je puisse faire.
eu égard à cet ordre social. Autrement dit, on peut faire rêver les petits garçons. Je vais prendre un exemple qui me vient spontanément à l'esprit, et le spontané est socialement construit encore une fois. On peut rêver quand on est petit garçon de devenir Mbappé. Évidemment, statistiquement, ça ne marchera pas parce que les millions de petits garçons qui aiment jouer le football ou qui aiment le regarder, l'admirer, et leurs meilleurs joueurs, évidemment, ils sont légion, mais statistiquement, ça ne marchera pas. Et progressivement, tous ces garçons, évidemment, observeront que ce sera pas, ils pourront pas nourrir, mais ils sentiront qu'ils ne peuvent pas nourrir de façon réaliste, évidemment, cette ambition de jouer au football au meilleur niveau. Alors c'est un exemple un peu à la fois banal dans sa généralité et pas forcément le plus important pour autant, mais vraiment les habitus, c'est ce qui fait que nous sommes très ajustés au monde tel qu'il est, et c'est ce qui fait qu'il nous est très difficile de nous en désajuster, notamment pour s'émanciper. Alors, l'exemple que vous avez choisi est très facile à récupérer. Donc, je m'en saisis puisque Mbappé, c'est une question de référence. Est-ce que tout le monde a cette référence-là? Et donc, ça me permet d'insérer aussi la question du capital social. Parce que finalement, quand on questionne le capital social, on questionne aussi les références qu'on peut utiliser et la manière dont les autres peuvent aussi interagir sur cette référence. Tout à fait, merci beaucoup. Oui, alors la notion le concept de capital, c'est vraiment l'idée que nous sommes les uns et les autres socialement inégalement dotés de ressources. Donc, on a reproché à Pierre Bourdieu de donner dans l'économicisme, ce qui veut dire d'avoir une lecture économique des rapports sociaux. Bon, loin de là, puisque précisément une des dimensions essentielles, une des motivations principales de la construction de son œuvre, c'est, je dirais, de reprendre en l'enrichissant et en élaguant les parties totalement frustres sur le plan scientifique, l'approche marxienne des rapports sociaux, qui est matérialiste et économiciste. Bon, Marx, c'est compliqué aussi, c'est plus complexe que ça en a l'air, mais enfin voilà. Bon, donc en disant le poids du culturel et l'autonomie du culturel par rapport aux déterminations matérielles, voilà. Mais il n'empêche, quelle que soit la ressource, économique, culturelle, politique, proprement sociale, on va y revenir, symbolique, il y a une inégale dotation. Nous n'avons pas les mêmes richesses à notre disposition. Alors sur le plan économique, c'est une évidence, tout le monde n'a pas les mêmes revenus, sommes perçus régulièrement, tout le monde n'a pas les mêmes patrimoine, quelle que soit la nature du patrimoine et quelle que soit sa source, qu'il ait été hérité grâce au droit, bien évidemment, ou acquis, accumulé par quelques processus que ce soit, mais évidemment, et c'était donc le cœur du travail de la reproduction, des héritiers de la reproduction, nous n'héritons pas non plus des mêmes dispositions à acquérir et à accumuler du capital culturel entendu comme ce qui est aujourd'hui parmi l'ensemble des manières de faire, de sentir, de percevoir et d'agir dans le monde, valorisé, et qui, pour beaucoup, donc, est validé par l'école, par l'État, et donc par l'école, mais qui, pour beaucoup, non pas dans les connaissances elles-mêmes, mais dans les dispositions, dans les aptitudes à connaître, est un héritage familial du fait du bain culturel, littéralement le bain culturel dans lequel nous sommes ou nous ne sommes pas. En clair, vous avez des enfants qui arrivent à l'école, bon, c'est comme un deuxième chez eux, chez elles et chez eux, typiquement les enfants de profs, puisque tout un vocabulaire, tout un ensemble de centres d'intérêt, tout aussi, bien évidemment, le capital objectivé, le capital culturel. Les livres, c'est très important, bien évidemment. Les bibliothèques des parents de profs sont pleines, alors qu'ailleurs, il y a peut-être un ou livre d'eux. Et ça a des effets de symbolique très puissants. Mais le type de vocabulaire, bien évidemment, et aussi tout ce qu'on ne fait pas, ou tout ce qu'on ne dit pas,
et qui va être objet de censure à l'éducation. Les façons de s'exprimer qui sont pleinement normales dans certains milieux sociaux sont parfaitement anormales et censurées par les profs, par le prof que je suis par ailleurs, comme étant pas correct par rapport à la syntaxe. Or, c'est une violence symbolique, on y reviendra après, monstrueuse, puisqu'on dit à toi enfant, tu n'es pas bien, tu n'es pas normal. Or, évidemment, cet enfant, il est parfaitement normal puisque il a appris ce qu'il avait à apprendre en fonction de son... Bon, c'est très violent, etc. Ben, ça, c'est du capital culturel, incorporé en l'occurrence, mais évidemment, vous avez mis en évidence le capital culturel objectivé, hein, mais comme objet, donc un tas d'objets qui font sens aussi et qui peuvent s'ouvrir aussi à l'occasion, donc, mais aussi le capital donc culturel qui est institutionnalisé, et ça c'est la notion de diplôme, et là il n'y a pas photo, effectivement, je vais reprendre d'ailleurs tout ce qu'on disait tout à l'heure, comment dire, si notre système scolaire à tous les étages de l'école primaire, enfin du collège si vous voulez, puisque l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, ou de la première année de lycée, jusqu'à l'université, il y a eu une croissance de la proportion d'une classe d'âge qui fréquente tous ces étages. Bien évidemment, on sait, les chiffres sont régulièrement actualisés en ce sens-là, l'inégalité qui prévalait il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans dans la capacité à obtenir tel ou tel niveau de diplôme est conservée. Les enfants des classes populaires ont bien moins de probabilité d'aller dans certains types de cursus et à certains types à certains niveaux de scolarité, et ainsi de suite tout le long de la hiérarchie sociale. Voilà. Et donc il y a eu à la fois massification, ce qui n'est pas sans effet culturel majeur et sans effet sociaux majeur, hein, bien évidemment, c'est très important de le souligner, c'est pas rien, mais la question de l'égalité des probabilités, donc des chances au sens aussi là politique, d'aller vers ce à quoi on aspirerait en dehors de toute détermination socio-culturelle, socio-économique, ce n'est pas vrai. Pour parler de capital encore, si vous permettez, capital culturel, on a parlé de capital économique, le capital social, c'est aussi évidemment déterminant. Et plus une société est libérale, sur le plan économique, plus le capital social l'est. C'est-à-dire que plus la propriété privée, la propriété sociale que constituent les deux piliers d'État-providence, que sont la protection sociale et les services publics, se rabougrit, et c'est quand même terrible actuellement, plus le recours au capital social, c'est-à-dire à l'ensemble des relations dont nous pouvons disposer eu égard à notre ancrage familial, et tout le monde a un réseau de sociabilité, de relations, enfin plus ou moins. Mais par contre, la qualité sociale, la capacité sociale d'intervenir favorablement pour vous dans tel ou tel sens, évidemment, est très inégalement mesurée. Plus ce capital social, parce que notre notion de capital veut bien dire inégalité, hein, voilà, va jouer sa part au détriment du principe élémentaire d'égalité. Bien évidemment, pensons au stage qu'il faut trouver pour ces enfants en fin de troisième, désormais en fin de seconde. Pensons au stage qu'il faut trouver peut-être même dans votre institution. Et je partage avec vous aussi une anecdote personnelle pour trouver un stage à votre enfant qui, en master, a besoin aussi d'intégrer une unité de production. Ben, là, effectivement, si vous avez quelques connaissances qui vous seront redevables au moins d'un peu de courtoisie, hein, ça sera plus facilitant. Et le reste, non. Donc ça, c'est vraiment très très important aussi, et ça joue sa partie évidemment dans la reproduction et dans le creusement des inégalités sociales. Je veux parler de capital politique parce que, évidemment, dans une démocratie, la citoyenneté, c'est la citoyenneté de chacune et de chacun, hein, la souveraineté est là. Or, évidemment, la capacité à se saisir de la chose politique, à intervenir, est tout à fait tributaire essentiellement du capital culturel et de la socialisation politique qui est une des formes reçues ou pas. Et on sait l'importance, hein, puisque évidemment les personnes que nous élirons collectivement seront plus ou moins sensibles effectivement à telle ou telle catégorie sociale, et les classes populaires pâtissent terriblement de leur incapacité à se faire représenter et à être représentées, désertant, pas toutes,
pas loin de là, mais les chiffres là aussi statistiques sont forts. La croyance et par suite un certain nombre d'actes politiques majeurs, ne serait-ce que les taux de participation électoraux, ça c'est très important aussi à le souligner. Et enfin, comme une synthèse de cet ensemble de différents types de capitaux, le capital symbolique, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, le prestige, la notoriété, la valorisation symbolique que reçoit telle ou telle activité, telle ou telle personne, telle ou telle catégorie sociale, et qui évidemment est très inégale. Le prestige symbolique des collecteurs d'ordures ménagères qui travaillent tôt le matin pour notre bien-être à toutes et à tous, et de basique, et le capital symbolique dont peut jouir aussi la profession d'aide-soignant ou même d'hôtelière, si indispensable à la reproduction de la vie dans ses nécessités premières, bien évidemment, est tout à fait faible au strict inverse, évidemment, de leur utilité sociale, alors que le capital symbolique, le prestige, la notoriété de certaines personnes dites en anglais VIP ou ce qu'on veut, est tout à fait douteux quant à l'utilité sociale. Voilà, mais ça joue terriblement. Très bien, merci pour ces précisions. On va terminer sur le dernier concept du sens pratique. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure sur les violences symboliques. Je vais vous laisser justement reprendre ces points-là pour nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Oui, sens pratique, bien sûr, il faut en dire un peu, autant que je puisse le faire. On reviendra aussi, si vous me permettez, sur la notion de champ aussi, le concept de champ, parce que c'est vraiment l'articulation générale avec la notion de champ. Et pourquoi insister sur l'importance de cette notion de sens pratique? Parce que, pour deux raisons au moins, il y en a bien d'autres. Une première raison qui est un peu formelle, c'est avec ce grand livre qui s'appelle Le Sens pratique, qui avait suivi ses travaux sur Esquisse pour une théorie de la pratique de Pierre Bourdieu, que justement ce dernier a reçu l'élection au Collège de France à la suite pour prendre la chaire qui avait été délaissée par Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Et le sens pratique visait à montrer scientifiquement donc que pour rendre compte des activités humaines, des activités qui sont des activités sociales pour les socio-anthropologues, il ne suffisait pas, entre guillemets, il ne suffisait pas, parce que c'est un gros travail, et évidemment dire toute notre dette à l'œuvre des structuralistes, et notamment de Claude Lévi-Strauss, mais il ne suffisait pas d'en dégager les régularités de signifiance, y compris statistique, mais il fallait montrer comment elles s'activaient en chacune et en chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas mus à notre corps défendant, ou plutôt nous ne sommes pas mus comme par magie, par des règles qui existeraient et que seul l'observateur éclairé, comme Claude Lévi-Strauss et bien d'autres structuralistes, serait à même de décevoir et d'en comprendre la sociologique. Non, nous sommes mus par des règles que nous avons intégrées par la socialisation, et précisément, si nous connaissons le monde social, nous le connaissons vraiment, ce monde social, mais pas à la manière des intellectuels qui l'observent et que seuls eux connaîtraient, les autres étant un peu les jouets des structures sociales fonctionnant selon des règles qui ne sont pas que des règles écrites au Parlement, bien évidemment, mais parce que nous les avons intériorisées et que nous connaissons le monde en pratique. Nous connaissons le monde par pratique, par praxis, comme dirait Marx, et nous connaissons le monde par corps socialisé. Il n'y a qu'à penser au moins à deux exemples. Vraiment, si nous connaissons le monde, nous le parlons, nous le pensons dans une langue. Cette langue, évidemment, nous ne pouvons pas la connaître avant de l'apprendre. Mais quelle est l'efficacité de l'apprentissage? Quelle est la plus grande efficacité? Ou quel est l'apprentissage le plus efficace? Eh bien, certainement celui que nous héritons de notre, on en parlait tout à l'heure, de notre cadre familial, mais encore plus profondément, et cela rend grâce et justice à l'expression
de sens commun qui s'appelle la langue maternelle, grâce à notre maman. Pourquoi grâce à notre maman? Parce que dès la vie intra-utérine, nous sommes bercés par toute une musicalité, toute une rythmicité, par toute une variation d'intonation qui est spécifique à une langue, par tout un vocabulaire séquencé, avec une alternance de phonèmes qui sont tout à fait spécifiques à une langue. Autrement dit, nous sommes en train d'apprendre la langue dès la vie intra-utérine, et nous allons prolonger ceci, bien évidemment, avec maman et avec tous ceux et celles qui nous entourent et qui nous parlent, bien évidemment, et ça va venir en nous sans que nous soyons au pupitre avec la plume sergent-major à tremper et à l'écrire ou à la ça vient spontanément, mais ce spontané, c'est du socialement, historiquement constitué. C'est très très important. Et c'est une connaissance pratique et tellement forte que nous pensons aussi en cette langue. Nous ne faisons pas que penser avec une langue articulée, mais nous pensons beaucoup avec une langue, nous rêvons avec une langue, et ceci de façon spontanée. Mais spontanée entre guillemets parce que c'est une construction au long cours, qui prend des mois et des années. De la même façon, lorsque nous roulons à vélo, quand nous avons eu la chance de l'apprendre, ce qui est le cas le plus général désormais, ou que nous nageons, ce qui est aussi le cas grâce à l'école publique, lorsque nous nageons, nous n'y pensons plus. Or, que d'exercices pratiques a-t-il contre notre corps, contre notre c'est dur un apprentissage, a-t-il fallu développer pour que ce soit comme une seconde nature? Nous roulons sans y penser, nous parlons sans avoir à y penser. Heureusement pour moi, là, qui parle un peu actuellement, mais c'est le fruit d'un apprentissage c'est un savoir pratique. Et c'est ce que met en avant Pierre Bourdieu. Finalement, quand il dit cela ou quand il montre cela, il montre ce que chacun de nous sait, c'est-à-dire que nous conduisons notre vie de façon très, simple, très ordonnée, très spontanée et très spontanée, sans avoir à nous poser 1000 questions à chaque heure de la journée et à chaque jour. Ce qui pourrait se rapprocher un peu de la notion d'automate chez Pascal, mais c'est pas non plus figé, c'est aussi adapté, mais c'est très structuré et très pratique, plutôt que des plans sur la comète, pour le dire aussi de façon un peu vulgaire. Voilà. Alors, vous vouliez revenir sur donc les champs sociaux. Je vous laisse nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et surtout ce que ça renferme, cette notion-là. Oui, voilà, il faut en parler là aussi pour deux raisons. D'abord parce qu'en soi, c'est vraiment un concept qui est qui intègre le reste, notamment les deux autres principaux que sont habitus et capital, et parce que précisément la construction de l'œuvre de Pierre Bourdieu s'est faite au long cours d'une carrière de plusieurs décennies de travail acharné, à s'étonner devant le monde social et à le découvrir et à essayer d'en construire des outils d'intelligence. Donc habitus d'abord dans la progression de l'œuvre, capital ensuite, et puis un concept qui intègre bien les deux autres, tout en rendant compte de façon très générale de l'ordonnancement social, celui de champ. Alors un champ, c'est un espace de position prise par les individus, que ce soit une personne physique comme nous trois ici, ou comme un individu institution ou agent ou acteur collectif, un ensemble de positions tenues par ces individus et qui est un espace de position relative. Voilà. L'espace social, c'est ça. C'est un ensemble de positions relatives. Nous sommes tous les trois dans cette interaction, dans un ensemble de relations, positionnées topographiquement et pas hasardeuses, de façon pas hasardeuse, mais aussi par nos trajectoires singulières, respectives, qui sont aussi le produit de nos inscriptions sociales au long cours, et déterminées par un tas de choses qui sont totalement invisibles ici, mais qui sont très importantes. Bien sûr, les progrès de la formation, l'État, les progrès techniques, enfin tout ce que vous voulez. Et ils sont là et très 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 actifs. Alors, le champ est un espace de position sociale qui, du fait de l'inégale dotation en différentes ressources
les capitaux dont on parlait tout à l'heure, est en même temps un ensemble de rapports de force. Nous avons plus ou moins de capital économique, culturel, social, politique, à un moment donné, dans un jeu de relations qui ne sont pas simplement des interactions immédiates, mais je ne peux pas m'étendre davantage maintenant, et qui font rapport de force. Il y a donc de la domination, toujours plus ou moins. Alors elle peut être bien fondée à un moment donné et acceptée en pleine conscience par les uns et les autres. Vous m'avez confié la parole, vous m'avez donné l'autorité pour prendre la parole et je la prends et vous vous y soumettez, je pense, de plein gré. Enfin, en tout cas, voilà. Mais il n'empêche, voilà, il y a un positionnement d'inégalité, voilà. Le plus souvent, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus arbitraire et beaucoup plus un rapport de force non légitime, comme dirait Weber. Et c'est en même temps un enjeu de lutte. Un enjeu de lutte pour soit conserver l'ordre des relations, qui est le plus souvent un ordre de domination, pas seulement, mais le plus souvent un ordre de domination, parce qu'évidemment, celles et ceux qui sont en position dominante ont que peu d'intérêt spontané à se départir de leur avantage relatif, soit pour le changer, celles et ceux qui, dans le rapport de domination, n'ont pas intérêt à conserver cet ordre-là, mais, et c'est très important, ça nous introduira tout à l'heure à la notion de violence symbolique, ont suffisamment de conscience et d'énergie pour travailler, évidemment, à la subversion de cet ordre-là. Voilà. Un champ, c'est un espace de position en même temps qu'un espace de rapport de force et en même temps un espace de lutte induit par ces rapports de force, soit pour la conservation, soit pour le changement de ce qui fait le jeu, parce que l'enjeu de ce champ. Il y a le champ social général, on peut parler d'une société française, d'un champ social français, mais vous avez dans les sociétés modernes, contrairement aux espaces communautaires traditionnels qui existent de moins en moins de toute façon aujourd'hui, une différenciation progressive, fruit de l'histoire, des champs. Ce qui est extrêmement important sur le plan démocratique et sur le plan d'émancipation de chacun. Mais aujourd'hui, évidemment, le champ économique n'est pas dicté par le champ spirituel, le champ religieux. Le champ artistique n'est pas totalement dominé par le champ économique, un peu quand même, ça lui arrive. Le champ journalistique n'est pas dominé non plus par les champs économiques et politiques. Ça lui arrive cependant aussi, mais il y a une autonomie du champ journalistique, c'est toute la déontologie journalistique, le champ de l'information, le champ de l'éducation, le champ sportif. Tout ceci, ce sont des champs qui ont leur autonomie relative, c'est très important dans une appréciation bourdieusienne, parce que scientifique, en fait, de l'état des rapports sociaux, et eux-mêmes sont des sous-champs du grand champ, avec des enjeux spécifiques. Et comme disait Pierre Bourdieu, on ne fera pas courir un géographe avec des enjeux de philosophe réciproquement, mais pas plus qu'on ne fera courir très longtemps, je sais pas moi, un marathonien avec des enjeux de lanceur du poids. Voilà. Ou, si vous voulez, là, il y a toute une construction, une socialisation à l'enjeu du champ, qui est beaucoup l'héritage originel, hein, familial et autres, mais pas seulement, éducatif, et qui fait que d'aucuns sont situés et insérés dans un champ d'activité dans lequel ils sont plongés corps et âme, du fait de leur socialisation, et sujets, acteurs, des fois victimes de ce que Pierre Bourdieu appelle l'illusio, hein, qui est vraiment cette croyance en l'importance, évidemment, de ce qui se trame dans ce champ-là, quoi. Alors qu'à d'autres acteurs sociaux, évidemment, ça n'apparaît vraiment pas d'une évidence folle. Pensons à peut-être des gens qui sont épris de littérature et qui n'aiment pas le sport. Ça existe de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup d'éclectisme dans notre société, et réciproquement, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est très important pour rendre compte de l'ordonnancement des sociétés modernes. Mais vous voyez, enfin, en tout cas, j'ai essayé de le dire, que l'habitus différencié est extrêmement structuré de ces différents champs, et qu'évidemment, comme ce sont des rapports de position qui sont des rapports de force et des rapports de lutte, en même temps pour la conservation ou la subversion de cet ordre-là, la notion de capital est absolument déterminante aussi.
Alors, vous parlez de rapports de force, de lutte et de domination. Alors, on pense tout de suite à violence physique. On voit très bien comment ça peut se traduire. Psychologique aussi, ça c'est assez compréhensible. Mais par contre, les violences symboliques qui ont été mis en évidence par Bourdieu, comment ça se traduit? Oui, c'est bien sûr y répondre, en même temps que dire qu'il y a des fois des contresens, évidemment, sur ce que a montré. Pour moi et d'autres, bien sûr, c'est clairement montré Pierre Bourdieu en mettant en évidence cette notion de violence symbolique. Alors, la violence symbolique, alors qu'est-ce que c'est que la violence d'abord? Alors, vous avez bien fait de commencer par la violence physique, c'est-à-dire contraindre autrui contre sa propre volonté en le faisant souffrir, plus ou moins. On pense à toutes sortes d'actualités, évidemment. La violence psychologique, on peut penser au harcèlement, c'est-à-dire à ces agissements qui viennent perturber l'intégrité psychique de l'individu, évidemment des dévalorisations répétées, qu'on appelle le harcèlement, bien d'autres choses. Enfin, il n'est pas trop besoin d'y revenir. Mais ces deux-là ont rapport déjà avec la violence symbolique, qui est issue de l'ordre social du monde, bien sûr. Car pour accepter certaines formes de violence physique, pas les plus absolues, parce qu'à ce moment-là, chacun y cède, encore qu'on ait eu dans l'histoire des actes de résistance remarquables, où des gens sous la torture n'ont pas parlé. Ce qui est incroyable. Enfin, on ne peut être qu'admiratif n'ayant eu, justement, par bonheur, pas eu l'occasion malheureuse d'avoir attesté cette capacité de résistance. Violence symbolique, c'est le fait que, du fait de la sociogenèse d'une société, dans des champs sociaux, nous sommes plongés, dominants comme dominés, dans des pratiques et des orientations de socialisation qui sont communes et qui ont le plus souvent pour effet et pour tendance de valider l'ordre social tel qu'il est, le c'est comme ça. La violence symbolique passe par le prisme de perception du réel et de l'état des rapports sociaux que nous avons appris les uns et les autres, qui valide l'ordre social qui est très essentiellement inégalitaire, mais arbitrairement inégalitaire, et qui présente la légitimité de l'ordre social dans le sens de conservation de la position des dominants. J'ai été extrêmement abstrait, mais je vais essayer de l'être moins maintenant. En clair, si on peut dire, la plupart de celles et ceux, et j'en suis, qui sont dans une position dominée, quand je suis dans une position dominée, ça m'arrive très souvent, en tant que salarié par exemple, hein, n'est-ce pas, ou en tant qu'acteur social qui est plongé dans des rapports de force et des rapports de lutte, on va valider la perception de l'ordre social portée par les dominants, qui est dominante et portée par les dominants, et qui sert leurs propres intérêts. Quelques exemples. Comment justifier de l'inégalité des salaires? Le nombre d'années d'études, l'importance sociale de l'activité, la prise de risque. Je m'arrête sur ces trois-là. On vient de voir que le diplôme est sociologiquement extrêmement inégalitaire, injuste, délivré de façon injuste, puisque précisément le fruit essentiel d'héritage est non pas de l'effort et du mérite. Bon. Le revenu, le salaire. Pourquoi ne pas multiplier par 3 le revenu des collecteurs d'ordures ménagères et des aides-soignantes, étant donné l'importance décisive que ces tâches ont pour la vie sociale dans son ensemble. Et pourquoi ne pas diminuer par 1000 le salaire des footballeurs de première division dans tous les pays? Parce que c'est incroyable que de jouer au ballon puisse procurer de tels revenus. Et ce qui va, à un moment donné, à date, dans les poches des uns, mais pas dans les poches des autres. Hein. Bon, voilà. Je ne sais plus quel était le troisième
exemple que je prenais. Mais lorsque vous interrogez l'ensemble des acteurs sociaux, et c'est fait régulièrement, sur la légitimité de ces inégalités, et que vous les interrogez sur les raisons pour lesquelles elles seraient légitimes, vous obtenez ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'effort, le mérite, donc l'importance sociale, la prise de risque, etc. Chez les dominants, c'est une chose, mais chez les personnes en situation dominée également. La plupart, sinon on ne comprendrait pas la reproduction, et on ne comprendrait pas que la société ne soit pas révolutionnaire plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle est très peu aujourd'hui, à valider toutes ces injustices du quotidien. Il y a donc bien un assentiment profond, une servitude volontaire, c'est ça la violence symbolique, de la part du plus grand nombre pour accepter pareilles injustices. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un décret de la volonté de celles et ceux qui sont dominés et qui souhaiteraient se flageller à longueur de temps, pas du tout. C'est le fruit de l'incorporation au long cours, de la socialisation, de messages répétés, messages dominants répétés par tout le monde, les dominants comme les dominés, qui ont été éventuellement des dominants lorsque c'est les parents qui vous disent c'est comme ça, et pas autrement. Alors qu'eux-mêmes sont en position dominée. Ce matin, j'entrais dans une salle de professeurs où il était question du retour, de discuter effectivement d'une entrevue qu'il y avait eu par une représentation de professeurs du lycée dans lequel j'exerce avec un responsable académique. Il y avait une protestation portée par ces représentants d'une décision qui a été prise par le responsable académique. Comme le responsable académique, évidemment, fait son job, n'a pas donné accord, en tout cas immédiat, évidemment, au désir de cette représentation, la plupart des professeurs de cette salle de professeurs disaient « Ah ben alors, donc on pourra pas le changer, alors on pourra rien faire. » L'acceptation. Comme si par magie, une simple délégation avait pu changer le décret du responsable. À y réfléchir deux fois, et pas longtemps, chacun peut dire non, évidemment, ça va pas changer. Pourtant, spontanément, pour se mettre à l'aise avec soi-même, les acteurs sociaux qui étaient ces professeurs, qui sont pas des gens qui n'ont pas fréquenté l'école, qui n'ont pas, c'est même leur devoir d'exercer leur réflexivité professionnellement parlant, mais pour se sortir d'une contrainte intérieure, qui est de devoir se sortir de l'obligation soit de lutter, soit de se reprocher de ne pas lutter, il est beaucoup plus économique d'accepter l'ordre des choses, de dire c'est comme ça. Bon, voilà, c'est un exemple de violence symbolique absolument manifeste et qui explique pour beaucoup l'état de conservation d'un ordre social qui, franchement, dans un pays riche, que 300 000 enfants dorment dans la rue, ça n'a pas de sens. Bon, et pourtant, nous l'acceptons collectivement. Je l'accepte d'une certaine façon aussi, et je suis donc ce sujet qui, pour partie, accepte cet ordre inacceptable. Voilà. On arrive à la deuxième partie de cet échange. Donc, la question étant comment utiliser ces concepts dans le champ du travail social aujourd'hui, puisque on a vu qu'il y avait différents concepts qui éclairent finalement aujourd'hui les relations sociales et l'organisation du monde social. Et comment utiliser ces concepts dans le champ du travail social aujourd'hui? Bien, comment dire, d'abord vous remercier de nous permettre à nous les bourdieusiens du coin d'essayer de montrer un peu qu'effectivement comment le travail sur le social, le travail social, le travail du social, le travail avec le social, de toute façon tout travail est social, mais là c'est évidemment par rapport à la faiblesse des liens sociaux que certains de nos concitoyens et concitoyens subissent essentiellement. La connaissance du social, selon Pierre Bourdieu, peut
non seulement apporter, mais sans doute est une condition nécessaire quand même d'appropriation de cette connaissance du social pour mieux agir. Hein. Je crois que c'est Pierre Bourdieu aussi qui le disait, à la manière de l'ingénieur qui sait comment effectivement fonctionne la gravité pour faire voler, pour faire décoller un avion contre toute évidence spontanée. Eh bien, il nous faut connaître les pesanteurs du social pour essayer d'en diminuer la force. Et l'œuvre de Pierre Bourdieu le permet. Alors, déjà, Habitus. Alors, Habitus, au moins de deux façons, là aussi, si certaines et certains sont en difficulté familiale, d'emploi, parentale, avec la légalité, bien d'autres choses évidemment, c'est que profondément leur disposition à vivre dans le monde social tel qu'il est ont eu des ratés par rapport à ces normalités-là. Voilà, on raisonne toujours à un moment donné de l'espace social, toujours être relatif à un moment et à un espace géographique et social, dans leur capacité à intégrer les structures sociales telles qu'elles existent, à y faire leur place, parce que précisément, ils n'étaient pas suffisamment, entre guillemets, outillés, en disposition. C'est essentiellement cela. Bien évidemment, manque de capacité scolaire, je ne sais pas, moi, quand on est parent, peut-être une enfance qui n'a pas forcément été aimée, peut-être peut générer de la difficulté à être un parent aimant, quelle que soit d'ailleurs cette classe sociale, bien sûr, hein, et bien d'autres choses. Donc, comprendre que le désajustement dont ils font montre n'est évidemment pas ça, vous pas besoin de Bourdieu pour le savoir, une volonté de mal faire, ou un décret délibéré de leur part, mais vraiment le fruit d'une trajectoire sociale qui a eu forcément des défaillances par rapport aux normes en vigueur dans les différents champs sociaux qu'ils, elles, ont traversé et habité. Ça, c'est vraiment assuré, quasiment assuré, évidemment. D'autre part, que le travail d'accompagnement au changement qu'on requiert d'elles et eux pour intégrer la norme, sinon ça reste en état, si j'ose dire, d'insuffisance de notre point de vue. Le plus souvent de leur point de vue aussi, mais pas seulement, des fois aussi. Cette chose-là est inscrite au long cours et sera difficile à modifier. Ne se modifiera que dans un cadre relationnel, par définition de ce que nous sommes les êtres sociaux, mais évidemment, il ne suffira pas de montrer ce qu'il y a à faire pour que cela se fasse. Mieux en tout cas. Mais ça, vous le savez aussi, bien évidemment. Mais au moins, en avoir une conscience claire, ce n'est vraiment pas parce que c'est cette personne-là, ce n'est vraiment pas parce que c'est moi qui suis avec cette personne-là, mais parce que c'est l'état des structures profondément incorporées en tout cas, de ces types de personnes à accompagner. C'est intéressant, pardon, je permets une insertion, mais l'approche de Bourdieu, c'est effectivement de se départir du jugement, d'aller dans l'observation, l'accueil, la compréhension et justement d'aller en se surveillant aussi soi-même en tant qu'observateur de ce qu'on peut avoir comme ce qu'on peut agir aussi sur l'autre pour l'accompagner au plus près de ses besoins quand on est travailleur social. Là, tout à fait, et c'était mon quatrième et mon cinquième point. Le troisième point, c'était de dire que, au fond, on l'a vu avec la notion de violence symbolique, il y a une adhésion, bien sûr pas volontaire au sens, encore une fois, de ouais, je suis super content d'être mal, quoi, dire bon, pas du tout, bien sûr, mais une adhésion à l'ordre social dans lequel il est plongé, dans lequel le sujet est plongé, qui lui fait mal, qui lui fait souffrir, très, très clairement aussi, mais vraiment là pour le coup,
ce qui est une phrase une expression que Pierre Bourdieu utilisait à l'endroit des classes populaires et de la conservation de l'ordre et des inégalités qui frappent davantage que les autres membres des autres classes, les classes populaires, de nécessiter faire loi, c'est peut-être encore plus vrai pour celles et ceux qui, alors le plus souvent dans les classes populaires, mais pas seulement, bien évidemment, sont en défaut de ceci ou de cela par rapport à l'ordre social tel qu'il doit fonctionner. Et je m'empresse de dire que c'est pas un relativisme absolu, c'est-à-dire que dans le document que je vous ai donné, je conclus par le travail social pour chacune, pour chacun et pour tous, pour le lien social. C'est vraiment absolument fondamental, bien évidemment. Donc on y souscrit pleinement à cette valeur inestimable du travail social, quelle que soit la spécialité, si j'ose dire. Mais donc il y a la résistance au changement parce que l'adhésion doxique, dit Bourdieu, la doxa dénominée à l'ordre dominant, comme dans n'importe quel rapport social de domination, essentiellement. Et puis, il y a aussi autre chose, maintenant, qui vient en réflexivité, c'est ce que vous introduisiez à l'instant, de celui ou de celle qui va accompagner. Moi, je suis professeur, et j'ai passé, je pense que ça ira jusqu'au bout, beaucoup de temps à me dire, quand même, c'était pas génial, c'est pas génial du tout. Pourquoi? Parce que, au fond, cette position, d'abord, il y a la position dominante. Quelqu'un vient vous chercher votre service pour aller mieux, et c'est donc une position dominée nécessairement. Rapport social de base, et vous en êtes investi, que vous le vouliez ou non. Donc, il y a plein de techniques, et vous les connaissez mieux que moi, en tout cas en tant que travailleuse du social, enfin voilà, ou formatrice surtout, pour s'en départir, pour redescendre, se déporter, etc. Mais il y a aussi une adhésion plus large que nous portons toutes et tous à l'ordre sociopolitique dominant. Et l'ordre sociopolitique dominant, actuellement, il fait pas la part belle à l'explication sociologique, si j'ose dire, des défauts d'intégration sociale. Pour le dire rapidement, mais dans le sillage aussi des petits livres contre-feu de Pierre Bourdieu, par exemple, d'intervention un peu plus politique, un peu plus pratique, l'ordre social libéral, néolibéral tout particulièrement, est fondé sur, entre guillemets, la responsabilité individuelle, l'individualisation des rapports sociaux. Avec une logique de concurrence de tous contre tous, bien évidemment, et l'idée que il n'appartient pas à l'État de tout régler, et peut-être même à l'État-providence d'en faire un peu moins, parce qu'il pourrait être contre-productif, n'est-ce pas? En clair, s'il y a beaucoup de chômage, c'est un peu la faute aux chômeurs. Ce soir, le Premier ministre de notre gouvernement ira dans ce sens-là pour expliquer sa politique d'activation, n'est-ce pas, des dépenses vis-à-vis du chômage, et donc réduire les droits des chômeurs, à tous égards, s'agissant de la retraite, s'agissant de la maladie, etc. On a plutôt tendance à baigner dans un ordre symbolique, politique symbolique, qui dit que chacune et chacun fasse des efforts quand même, et vous verrez, ça ira un peu mieux. Bon, si c'était comme ça, toutes celles et ceux qui ont essayé de faire des efforts et qui n'y sont pas parvenus, et toutes celles et ceux que vous avez accompagnés, et dont vous avez vu quand même qu'ils essayaient, etc., mais qu'il y avait beaucoup de résistance, y compris en elles, on vient d'en parler, bien évidemment, et qu'il ne suffit pas de les mettre dans une position sociale contrainte, ou de leur dire, mais même de les mettre dans une position contrainte, c'est-à-dire avec moins de revenus, etc., pour que ça aille mieux quand même, comme par miracle. Parce que alors ça, c'est faux. Statistiquement, c'est faux. Si ça marche pour un ou deux, comme dans une classe, vous punissez, vous pouvez punir, il y en a un qui va comprendre, puis voilà, puis après, il fera plus, etc., mais la plupart, ça n'est pas du tout efficace. Enfin, sinon ça se saurait que ces anciennes croyances étaient bien fondées. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a à la fois à comprendre la réalité de la dimension profondément sociologique des situations et des trajectoires dans lesquelles se trouvent les personnes accompagnées, et à comprendre aussi la dimension profondément sociologique et sociopolitique dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'accompagnants, position dominée de fait dans la structure, et portant plus ou moins, consciemment, mais un minimum, étant donné que c'est dominant, un ordre du monde qui est plutôt un ordre
qui fait la part belle à la responsabilité entre guillemets individuelle au détriment des structures sociales, et notamment celle de l'État-providence. Donc là, on a quand même des gros écueils pour travailler, et c'est très compliqué. Hein. Enfin, d'abord, pour les travailleurs aguerris, de ne pas y succomber, même pour des profs. Je veux dire, quand il y a une pénurie de choses, tout le monde est pressé et tout le monde fait actif des anciens habitus qui sont extrêmement efficaces, mais extrêmement efficaces à éliminer les plus fragiles. Hein. Donc, et ça, comment y résister? Ben, sans doute par évidemment, se nourrir de connaissances, hein, bien sûr, mais le réfléchir ensemble, le réfléchir, travailler des pratiques communes pour faire attention, quoi. Très bien. Je pense qu'on a tout. Tout est dans la boîte. Merci beaucoup, Samy Ghouri, pour votre présentation, votre capacité à nous faire tout comprendre, en tout cas, je l'espère, pour ceux qui regarderont cette vidéo. C'est beaucoup de plaisir que vous me faites, en tout cas. J'espère qu'il y aura un peu de bien fondé par rapport aux auditeurs, enfin, à celles et ceux qui visionneront ces capsules. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à l'ITS.